Bonjour à tous, bienvenue chez Philippe & Partners pour ce petit déjeuner débat, tout d'abord organisé en collaboration avec les éditions Larcier. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venu si tôt pour partager avec nous ces quelques croissants et cet excellent café dont je tairai la marque. Et précisément, nous allons parler de marque aujourd'hui, un sujet important pour les entreprises, puisque la marque leur permet de se différencier de leurs concurrents. Et pourtant, dans notre pratique, nous constatons que bien souvent, les entreprises se posent les questions en droit des marques relativement tardivement. Le schéma est bien connu, donc vous êtes pris dans votre nouveau projet commercial, dans votre réflexion technique, vous élaborez votre nouveau produit et les questions juridiques, vous dites on verra ça plus tard, c'est pas important. Et malheureusement, parfois, il nous est déjà arrivé de devoir annoncer à un entrepreneur qui avait investi pas mal de temps, pas mal d'énergie dans un projet, de devoir lui annoncer que tout le packaging du nouveau produit qu'il s'apprêtait à mettre sur le marché devait être remplacé parce que la marque qu'il comptait utiliser sur ce packaging ne pouvait pas l'être pour des questions juridiques. Et donc ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est au travers de 4 questions relativement simples, relativement pratiques, de mettre en évidence tout l'intérêt qu'il y a pour les entreprises d'anticiper sur les questions de droit des marques. Alors, quelles sont ces 4 questions? Donc, on va tout d'abord s'intéresser au choix de la marque. Ensuite, on verra l'étendue de la protection, les moyens de défense. Et enfin, nous aborderons quelques aspects sur l'exploitation optimale de la marque sur Internet. Alors, en ce qui concerne le choix de la marque, une première chose à prendre en considération, c'est le fait que le signe que l'on veut utiliser comme marque doit être libre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un tiers ait déjà des droits sur ce signe. Donc, par exemple, si je veux commercialiser des produits en utilisant le logo que vous voyez ici, vous voyez tout de suite que cela pose un problème puisque tout le monde sait bien qu'il y a une entreprise, j'allais dire chinoise, mais une entreprise californienne qui utilise ce signe comme marque. Donc il y a déjà un tiers qui l'utilise et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas vous-même l'utiliser pour vos produits ou vos services. Autre exemple, vous vous souvenez certainement tous de cette conférence de presse mémorable du président Sarkozy à Moscou, où le président était apparu quelque peu éméché. Alors vous vous dites, vous êtes entrepreneur en spiritueux, vous vous dites, tiens, pour commercialiser ma nouvelle gamme de vodka, je prendrais bien une photo de cette conférence de presse pour constituer la marque que je vais apposer sur mes bouteilles. Là, évidemment, ça pose problème également, puisque le président Sarkozy a un droit à l'image, et également un droit sur son nom qui fait que vous ne pouvez pas évidemment utiliser ces éléments sans son autorisation, que vous aurez sans doute du mal à obtenir, pour commercialiser vos produits. Alors au-delà du caractère libre du signe, il y a aussi le fait que le signe que vous souhaitez utiliser comme marque doit être approprié, c'est-à-dire que le signe doit permettre de distinguer vos produits de ceux de vos concurrents. Si je prends ici l'exemple du signe qui est constitué d'une image, d'une photographie d'une pomme, si je suis un producteur de ce type de fruits, le fait que j'utilise ce signe pour commercialiser mes produits ne permettra pas de les distinguer de ceux de mes concurrents. Donc ça ne peut pas constituer une marque valable. Par contre, si je suis un producteur de jouets en bois, je peux parfaitement utiliser l'image d'une pomme comme signe distinctif pour désigner mes produits. Et donc ici, c'est précisément l'exigence d'un caractère distinctif du signe, le fait que le signe permette aux consommateurs de distinguer mes produits de ceux de mes concurrents. Donc, quand vous avez une marque, vous avez un droit exclusif, un monopole sur le signe, et donc on n'imagine pas qu'un producteur de pommes puisse avoir un monopole sur l'utilisation de la représentation d'une pomme par rapport à ses concurrents, et donc puisse interdire aux concurrents d'utiliser l'image d'une pomme pour commercialiser précisément ce type de produit. Oui. Alors une astuce, lorsqu'on veut malgré tout utiliser un signe qui évoque directement les caractéristiques, voire même le produit que l'on commercialise, une astuce, c'est d'ajouter des éléments figuratifs.
Donc si je prends l'exemple que vous voyez ici, si je suis boulanger, que je souhaite avoir une marque Le Boulanger Artisan, si je prends un signe purement verbal, je ne peux évidemment pas avoir de monopole sur Le Boulanger Artisan et interdire à mes concurrents, les autres boulangers, de l'utiliser de leur côté. Par contre, si j'ajoute au signe des éléments visuels, des éléments figuratifs, on ajoute un caractère distinctif qui n'existe pas pour le signe au départ, et cela permet alors de constituer une marque valable. Oui. Donc en résumé, vous devez choisir un signe qui est libre, donc qui n'appartient pas à un tiers, et un signe qui présente un caractère distinctif, donc qui permette de distinguer vos produits de ceux de vos concurrents. Fanny va maintenant vous parler donc, de l'étendue de la protection de la marque. Voilà, bonjour. Alexandre vient de vous exposer comment choisir une bonne marque. Mais est-ce que ce sont les seules questions à vous poser avant de procéder à l'enregistrement de votre marque? Non. Donc, d'abord, il faut se demander quel est le type de marque qu'on va déposer. On peut déposer d'une part un terme ou un ensemble de termes, comme là l'exemple Lacoste, mais on peut aussi déposer un graphisme, comme le crocodile Lacoste. Donc là, l'un protège le terme, l'autre protège la représentation. Donc, deux types de marques. Dans le vocabulaire des marques, ça s'appelle une marque verbale et une marque figurative. Donc, il faut se demander quelle est la protection dont vous avez besoin. Imaginons, vous commercialisez de l'eau minérale et vous avez protégé le terme Evian. Est-ce que vous êtes protégé contre un concurrent qui commercialise le même produit en présentant l'étiquette Free avec le même graphisme que le vôtre? Eh bien non, la seule protection du terme Evian ne va pas s'étendre à la protection du graphisme que vous employez et pour lequel vous avez acquis une certaine renommée. Donc, dans le cas d'Evian, il faut à la fois protéger le terme, mais aussi protéger le logo. Et donc, il faudra déposer deux marques afin d'être entièrement protégé. Deuxième exemple aussi assez parlant, vous commercialisez des vêtements de sport sous la marque Puma, vous avez déposé le terme, et puis un concurrent emploie un logo détourné qui fait clairement penser au vôtre. Si vous n'avez pas protégé le graphisme, eh bien, il sera difficile, en tout cas plus difficile, de prouver que ce concurrent exploite votre marque et de lui faire interdiction de continuer. Et donc là, dans cette optique-là, le dépôt d'une marque et le dépôt de toutes les marques nécessaires est vraiment l'arme juridique qu'il vous faut acquérir. Et donc c'est dans cette optique-là qu'il faut se poser toutes ces questions. Donc nous avons réfléchi à quelle marque déposer. Il y avait un autre exemple très classique au niveau du graphisme. Coca-Cola, vous voyez bien la graphie caractéristique. On pourrait très facilement la reconnaître, quels que soient les mots écrits avec cette calligraphie, et donc forcément Coca-Cola a déposé son graphisme. Dans le cas de Coca-Cola, ce qui est particulier, c'est que Coca-Cola a aussi déposé comme marque la bouteille employée, parce que peu importe ce qui serait écrit dessus, ça créerait dans l'esprit du public une confusion si un autre soda était vendu dans ce contenant. Donc nous nous sommes posé la question de savoir quelles étaient les marques à déposer, s'il fallait en déposer plusieurs. Maintenant, vous avez déposé cette marque en Belgique. Nous reprenons l'exemple de l'eau minérale. Vous la commercialisez en Belgique et vous vous rendez compte qu'un concurrent commercialise le même produit en France sous le même nom. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour empêcher ce concurrent de continuer? Ça dépend forcément de l'étendue de la marque que vous avez déposée. Donc le caractère d'une marque est forcément lié à un territoire. Une marque engendre le paiement de droits qui sont proportionnels au territoire protégé. Donc principalement, vous avez la marque qui couvre le Benelux ou une marque communautaire, donc qui couvre tout le territoire de l'Union européenne, qui couvre donc actuellement 28 États, et dès qu'un État membre se rajoute, la protection de la marque était immédiatement étendue à ce nouvel État. Il est également possible d'enregistrer une marque internationale. Internationale, le terme est trompeur parce qu'on ne peut pas déposer une marque pour le monde entier aussi facilement. Il s'agit simplement d'une procédure simplifiée pour étendre la marque et par le biais d'une seule demande, faire la demande dans les différents États.
Donc, chaque État engendre le paiement d'une taxe. Les règles de calcul des taxes sont différentes pour chaque État, et donc ça doit faire l'objet d'une étude approfondie. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire, vous allez lancer votre produit, est-ce qu'il est nécessaire de tout de suite protéger votre produit pour les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays émergents? Peut-être pas. Il faut envisager votre marque dans un avenir assez proche. On parle régulièrement des 5 prochaines années, parce que si vous déposez votre marque, mais qu'ensuite vous ne l'exploitez pas réellement, eh bien un concurrent pourra demander la déchéance de votre marque pour pouvoir lui-même l'employer. Et donc les frais que vous aurez exposés pour déposer ces marques à l'étranger dans des pays que vous n'utiliserez pas, sur lesquels vous n'agirez pas, auront été faits en pure perte. Et donc il faut bien réfléchir avant de déposer la marque sur quelle est l'étendue de la protection dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez déposé une marque, vous avez déterminé toutes les marques dont vous avez besoin, le territoire. Est-ce que vous avez une protection pour tout le champ de la vie des affaires? Non. Vous voyez bien par l'exemple que ces 3 marques peuvent coexister alors qu'elles emploient le même terme. La marque Champion, et il y a d'autres exemples qui ne sont pas représentés parce qu'ils sont un peu moins connus, mais la marque Champion existe dans différents domaines. Et ces domaines, en droit des marques, sont déterminés par des classes. Il y a 45 classes, 45 catégories qui découpent le champ de la vie des affaires. Et en déposant une demande de marque, il faut cibler les domaines dans lesquels vous voulez employer la marque. De nouveau, chaque demande de marque prévoit de base que vous pouvez protéger 3 catégories. Il est inutile de revendiquer 3 catégories ou d'en revendiquer des catégories supplémentaires qui engendrent de nouveau le paiement de taxes si vous ne comptez pas effectivement travailler dans ces marchés, parce que de nouveau on pourra demander la déchéance de votre marque dans ces domaines-là. Donc, la protection dépend en résumé du type de marque déposée, de l'étendue géographique de protection que vous voulez et des domaines d'activité dans lesquels vous déposez la marque. Ensuite, est-ce que votre marque vous protège indéfiniment? Donc non, une marque ne protège que pour une durée déterminée. Est-ce que vous devez vous poser la question du nombre d'années dont vous avez besoin pour votre marque et donc réfléchir à ça avant de déposer la marque? Non, c'est forcément 10 ans. Donc 10 ans que le paiement des droits vous protège pour 10 ans et c'est renouvelable moyennant le paiement de nouveaux droits, renouvelable de façon indéfinie. Donc il n'y a pas de risque de perdre sa marque. Ensuite, nous allons passer à la deuxième moitié de cet exposé. Nous sommes dorénavant bien protégés, mais maintenant, quels sont les moyens d'action? On est protégé, on passe au côté défense. Que faire si un concurrent porte atteinte à votre marque? Quels sont les incidents qui peuvent émailler la vie de votre marque? Donc, premier cas, vous avez déposé votre marque et puis un concurrent dépose une marque qui vous pose problème et vous en êtes heureusement informé. Vous pouvez en être informé de 2 manières, soit par le bouche à oreille, soit parce que c'est un concurrent qui vous a déjà posé des problèmes et vous êtes particulièrement prudent à son égard, votre réseau vous informe, mais donc il faut un peu compter sur la chance, soit vous pouvez en être informé par un examen attentif des nouvelles demandes de marque qui sont déposées. Il est possible à cet égard d'être informé par les offices qui enregistrent les marques des nouvelles demandes qui sont introduites moyennant à la souscription d'un abonnement. Vous êtes informé de cette demande de marque qui porte atteinte à vos droits ou qui pourrait créer, selon vous, une confusion dans l'esprit du public et donc vous introduisez une opposition, vous vous opposez à ce que cette marque soit enregistrée. Qui va trancher? Ce n'est pas un juge. C'est l'office lui-même qui va examiner les positions à la fois de celui qui possède la marque préexistante et de celui qui veut déposer une marque. Et donc l'office va décider si les marques peuvent ou non coexister. La procédure d'opposition présente un grand intérêt, c'est qu'elle permet aux 2 demandes de marque de trouver un accord et de se répartir le champ d'activité économique. Et donc ça s'appelle des accords de coexistence qui peuvent souvent satisfaire les parties en limitant par
par exemple, vous voulez commercialiser des logiciels et par le biais d'un accord de coexistence, vous pouvez continuer à commercialiser ces logiciels, mais pas dans le domaine sportif, parce que l'autre marque, elle revendique le domaine sportif. Donc ça, c'est tout à fait envisageable et ça peut satisfaire les deux parties. Par contre, il faut être particulièrement prudent parce qu'on n'imagine pas toujours quel va être l'avenir de sa marque. Et donc, au moment de conclure un accord de coexistence de ce type, il faut essayer de prévoir quels pourraient être les développements très favorables. Donc, il y a eu un exemple récent assez parlant. La marque Apple, qui a été citée en début d'exposé pour les ordinateurs, a eu à conclure un accord de coexistence avec la marque Apple firme de disques. Et donc, Apple Computer a accepté de ne pas travailler dans le domaine de la musique. Et puis, avec le développement, iTunes s'est posé le problème, est-ce qu'il y avait infraction à l'accord de coexistence qui avait été conclu ou pas? Donc, évidemment, à l'époque où ça a été conclu entre parties, Apple n'imaginait absolument pas avoir ces développements-là dans le monde de la musique et a bien volontiers renoncé à utiliser sa marque dans ce domaine et plusieurs années plus tard, l'a sans doute amèrement regretté. Donc voilà, la première chose qui vous est permise avec une marque, c'est vous opposer au dépôt de marque postérieure ou en tout cas trouver un accord avec les déposants. Ensuite, vous avez votre marque, une autre marque est déposée, mais vous vous en rendez compte trop tard, elle est déjà enregistrée et un tiers commercialise des produits sous cette marque. Ou alors, un tiers commercialise des produits sans avoir déposé de marque, mais en tirant profit de la vôtre, donc carrément sous la même dénomination, ou en essayant visiblement de tirer profit de votre renommée. Eh bien là, on a recours au juge. L'action la plus évidente est l'action en cessation, donc une action sous des formes très rapides pour obtenir une décision au fond et qui permet d'obtenir, comme son nom l'indique, la cessation du comportement par le concurrent. Un autre moyen d'action propre au droit des marques, c'est la saisie description. Et donc là, vous savez qu'un concurrent commet des activités qui vous sont préjudiciables, mais vous voulez vous en réserver la preuve. Donc la saisie description vous autorise à aller par surprise saisir chez le concurrent et donc vous réservez la preuve des agissements qui contrefont votre marque. Autre moyen préventif, c'est lorsque vous avez une marque, vous pouvez demander aux autorités douanières d'être particulièrement attentives aux marchandises qui sont importées et donc de procéder à des saisies. Enfin, et donc là c'est de plus, votre but premier est d'empêcher les contrefaçons, mais si des contrefaçons surviennent, il y a évidemment moyen de demander l'indemnisation des dommages et intérêts, la cession des bénéfices produits par la contrefaçon, pour rétablir l'honneur de votre marque, la publication de la décision, et enfin, il y a des sanctions pénales en cas de contrefaçon. Donc le principal intérêt d'une demande de marque, en tout cas, c'est de pouvoir agir préventivement et non pas a posteriori d'obtenir une indemnisation. Donc l'action qui est la plus souvent utilisée, c'est l'action cessation pour obtenir la cessation immédiate. Donc voici pour les actions qui peuvent être entreprises dans le cadre de la défense. Et Alexandre va enchaîner sur une action plus proactive, comment tirer profit de la marque. Merci Fanny. Quand on parle de stratégie de marque, on ne peut évidemment pas ne pas envisager Internet et les réseaux sociaux, c'est devenu incontournable. Donc vous avez évidemment dans une stratégie d'exploitation de la marque la nécessité d'utiliser des noms de domaine, ça c'est devenu évidemment un grand classique, des profils de réseaux sociaux. Donc au moment où vous réfléchissez à la marque que vous allez utiliser pour vos produits, vos services, évidemment, vérifiez soigneusement la disponibilité des noms de domaine, des profils de réseaux sociaux y correspondants. Donc ça, je dirais que c'est la stratégie classique. Mais ça ne doit pas être la seule parce qu'il faut aussi profiter de certaines particularités propres au mode de communication sur Internet, particularités quand on les compare aux exigences qui s'appliquent en matière de marque. Donc en matière de marque, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que le signe que vous utilisez soit distinctif, donc c'est-à-dire qu'il soit
apte à distinguer vos produits de ceux du concurrent, ce qui fait que les termes qui désignent directement les activités ou le type de produit ne peuvent pas valablement constituer une marque. Eh bien, cette exigence-là n'est pas nécessairement de mise sur Internet et il faut essayer d'en tirer profit. Par exemple, rien ne vous empêche d'enregistrer un nom de domaine. J'avais pris tout à l'heure l'exemple de la boulangerie, boulangerie.be. Si personne ne l'a enregistré avant vous, vous pouvez tout à fait l'enregistrer. Et donc, ça pourrait être aussi intégré dans une stratégie de promotion de la marque sur Internet. Vous avez votre marque distinctive que vous utilisez et vous la complétez par des noms de domaine génériques qui vont peut-être être plus facilement retenus par le consommateur. Évidemment, boulangerie.be, c'est très parlant pour un consommateur. Et donc, ces sites-là renverraient vers le site sur lequel vous faites la promotion de votre marque. Idem pour les réseaux sociaux. Si les profils avec les termes génériques sont disponibles, c'est évidemment très intéressant à intégrer dans une stratégie globale d'exploitation de la marque. Alors, quand on parle d'exploitation de la marque sur Internet, il faut aussi envisager la problématique des nouvelles extensions, puisqu'actuellement est en cours un processus qui va entraîner la création de plusieurs centaines de nouvelles extensions, donc notamment, je cite les nouvelles qui ont déjà été approuvées et qui sont en cours d'ouverture, point voyage, point construction. Donc il y en a toute une série qui vont apparaître bientôt. Alors dans le cas de ces nouvelles extensions, il y a évidemment deux aspects à prendre en compte. L'aspect défensif, où il faut éviter que votre marque ne soit appropriée, ne soit utilisée par un concurrent. Et donc là, il y a des systèmes d'alerte qui ont été mis en place qui vous permettent d'être informés de demandes de nouveaux noms de domaine qui empiéteraient sur vos droits. Et donc là, il y a ce qu'on appelle une Trademark Clearing House, à laquelle tous les titulaires de marque peuvent s'inscrire pour justement recevoir des alertes quand il y a des demandes d'enregistrement potentiellement préjudiciables à leurs intérêts. Des procédures en ligne de résolution de litige ont été prévues pour ces hypothèses également, et donc ici, il faut surveiller cela d'un point de vue défensif. Au niveau, je dirais, plus proactif pour la promotion de la marque, ce sont évidemment de nouvelles opportunités. Quand je parlais tout à l'heure d'enregistrer la marque dans les domaines classiques .com, .be, etc., il faut évidemment aussi envisager actuellement les nouvelles extensions qui vont s'ouvrir très prochainement. Oui. Alors, on parle de l'utilisation de votre marque sur Internet, mais il y a une nouvelle problématique, une nouvelle stratégie qui peut aussi être envisagée. C'est éventuellement l'utilisation de la marque d'un de vos concurrents pour promouvoir vos services ou vos produits. Alors ça peut paraître un petit peu aberrant avec tout ce qu'on a déjà vu précédemment dans l'exposé, mais la jurisprudence récente va dans le sens d'une certaine autorisation de ce type de pratique. Alors vous voyez ici le logo de la société Interflora. C'est une affaire qui est à l'origine justement de tout ce mouvement vers une utilisation de la marque d'autrui. Donc c'est une affaire qui est arrivée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc la société Interflora s'est aperçue en fait qu'un de ses concurrents, Marks & Spencer en l'occurrence, un de ses concurrents avait utilisé le terme Interflora dans des campagnes de référencement payant. Donc les campagnes de référencement payant, vous allez voir Google, vous achetez des mots-clés. Donc ici, Marks & Spencer avait acheté le mot-clé Interflora. Et donc quand un internaute dans Google tapait Interflora comme terme de recherche, il voyait apparaître des annonces publicitaires pour les services concurrents de Marks & Spencer. Alors on se dit spontanément, oui, atteinte à la marque, ça va évidemment être condamné. Eh bien, pas du tout. La Cour de justice a considéré, dans une certaine mesure, que ce type de pratique était licite. Donc en d'autres termes, pour la Cour de justice, il n'y aura atteinte à la marque dans ce type de comportement que dans l'hypothèse où le consommateur, l'internaute moyen, lorsqu'il va taper Interflora sur Google, va voir apparaître une annonce qui ne lui permet pas de distinguer si les services qui sont offerts par l'annonceur sont ceux du titulaire de la marque ou ceux d'un tiers, donc si l'annonceur, en d'autres termes, est bien le titulaire de la marque ou un de ses concurrents. Donc s'il n'y a pas de risque de confusion entre l'annonceur et le titulaire de la marque, la Cour de justice considère qu'il n'y a pas atteinte à la marque et que l'usage de la marque, ici Interflora, par Marks & Spencer, consistait simplement à informer le consommateur de
services alternatifs à ceux du titulaire de la marque. Donc voilà pour... tu peux passer au suivant. Donc voilà pour les différentes questions que nous avons vues ensemble. Donc, comme vous l'avez perçu, il y a évidemment un intérêt clair pour les entreprises à anticiper sur ces questions de droit des marques. Ça permet d'une part de réduire les coûts pour l'entreprise puisque ça limite les risques de conflit avec les tiers. Ça permet aussi de limiter les risques de se trouver dans une situation de blocage, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec le packaging qui doit être refait. Ça évite de se trouver dans une situation de blocage qui peut entraîner des retards dans vos projets commerciaux ou des pertes financières si vous devez refaire tout un packaging. Et d'autre part, il faut également, si on exploite correctement ces marques, se rendre compte qu'avoir un portefeuille de marques fortes, ça constitue un actif valorisable au sein d'une entreprise. Donc il y a vraiment un double intérêt pour les entreprises à anticiper en matière de marque. Et en guise de conclusion, la formule du jour, ça pourrait être en quelque sorte, n'attendez pas que le droit des marques vienne à vous, mais allez au droit des marques. Merci de votre attention. Merci d'être venu à ce premier petit déjeuner débat et on espère vous revoir nombreux la prochaine fois. Et merci aux internautes aussi qui nous ont suivis. Et merci aux éditions Larcier avec qui nous collaborons sur ce projet. Et au plaisir de vous revoir prochainement lors d'un autre petit déjeuner. Merci.